Ce soir-là, devant 120 personnes, j'ai compris qu'une mère peut tout donner et perdre son propre fils. Je m'appelle Anouk Favre, j'ai 68 ans. Et ce que je vais vous raconter est la vérité la plus douloureuse que j'ai portée en silence pendant des années. Tout a commencé un samedi d'avril, sous les lustres dorés du pavillon Monceau, le plus beau salon de réception de Paris. J'avais réservé ce lieu 2 ans à l'avance, 30 000 €, tout payé d'avance. Parce que c'était le mariage de mon fils unique, Thomas. J'avais choisi ma robe bleu nuit 3 mois plus tôt. Une soie italienne, discrète, élégante. Dans ma poche, je gardais un petit mouchoir brodé, celui que ma propre mère m'avait donné le jour de mon mariage. Je le touchais souvent, comme un talisman. Ce mouchoir m'accompagnait dans tous les moments importants de ma vie. La cérémonie avait été magnifique. Mon fils était radieux. Mais quand Chloé, ma belle-fille, est entrée dans la salle de réception au bras de Thomas, j'ai senti quelque chose de froid traverser mon cœur. Elle ne m'a pas regardée. Pendant le dîner, elle riait fort, buvait du champagne, embrassait Thomas devant tout le monde. Mais chaque fois que nos regards se croisaient, le sien devenait dur, glacial. Vers 22 heures, alors que les invités dansaient, Chloé s'est approchée de moi. Elle tenait une coupe de champagne vide dans une main. Son visage était rouge. « Anouk, il faut qu'on parle. » J'ai souri. « Bien sûr, ma chérie. Tout va bien ?» Elle a posé la coupe violemment sur la table. « Donne-moi les clés de ton appartement. » Je n'ai pas compris tout de suite. « Pardon ? Les clés. De ton 3 pièces dans le 16e. Thomas et moi, on en a besoin. Tu vis seul, tu n'as pas besoin de tant d'espace. » Mon cœur s'est arrêté. Autour de nous, les gens continuaient de danser. Mais moi, je ne pouvais plus bouger. « Chloé, c'est mon appartement. C'est ma maison. » Elle a haussé le ton. « Justement, Thomas est ton fils. Tu devrais être heureuse de l'aider. » Des têtes ont commencé à se tourner vers nous. « Chloé, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Donne-moi ces clés !» Sa voix a résonné dans tout le salon. La musique s'est arrêtée. Et là, devant 120 personnes, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Vieille idiote. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. » Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Puis elle m'a poussé, violemment. Je suis tombé en arrière, contre une chaise. Le mouchoir de ma mère a glissé de ma poche et est tombé par terre. Personne n'a bougé. Thomas était là, à 3 mètres. Il m'a regardé, puis il a regardé Chloé, et il n'a rien dit. Alors je me suis relevée, lentement. J'ai ramassé mon mouchoir, j'ai lissé ma robe, et j'ai sorti mon téléphone de mon sac. J'ai fait un seul appel, très court, très calme. « Bonsoir, monsieur Delcourt, c'est Anouk Favre. Je vous appelle pour annuler le paiement. »« Oui, immédiatement. Merci. » Puis j'ai raccroché. J'ai regardé Chloé une dernière fois, et je suis sortie du salon. 30 minutes plus tard, alors que j'étais déjà chez moi, mon téléphone a sonné. C'était une amie qui était restée à la fête. « Anouk, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. » Mais je savais déjà. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, il faut que je vous parle de ma vie d'avant, de la vie que j'avais construite, pierre par pierre, depuis 35 ans. Mon appartement dans le 16e arrondissement, Chloé voulait me le prendre. Mais ce n'était pas juste un appartement. C'était mon histoire. Je l'avais acheté en 1989, après des années d'économie. J'étais pharmacienne. Mon mari, Philippe, était architecte. Nous avions mis toutes nos économies dans ces 80 mètres carrés avec vue sur le parc. C'est là que Thomas a fait ses premiers pas. C'est là que Philippe est mort, 12 ans plus tard, d'une crise cardiaque, un matin de novembre. Après sa mort, j'aurais pu vendre, partir, recommencer ailleurs. Mais je suis restée. Parce que dans chaque pièce, il y avait un souvenir. Le canapé où Philippe lisait le journal le dimanche matin. La cuisine où nous préparions les crêpes de Thomas. Le balcon où nous buvions du thé en regardant les arbres changer de couleur. Et surtout, le bureau où j'avais gardé toutes les lettres de mon fils. Thomas était tout pour moi, mon unique enfant. Après la mort de Philippe, nous n'avions plus que nous deux. Je travaillais énormément pour lui payer les meilleures écoles, les cours de piano, les vacances en Bretagne chaque été. Il était doux, intelligent, un peu timide. Je me souviens d'un soir, il avait 15 ans. Il était rentré de l'école en pleurant. Un garçon s'était moqué de lui.
Je l'avais pris dans mes bras, sur le canapé du salon. J'avais sorti le mouchoir brodé de ma poche, celui de ma mère, et je lui avais essuyé les yeux. « Maman, avait-il murmuré, est-ce que tu seras toujours là pour moi ? Toujours, mon chéri, toujours. » Et je l'avais cru. Les années ont passé. Thomas est devenu ingénieur. Il a trouvé un bon travail. Il louait un petit studio dans le 11e arrondissement. Nous déjeunions ensemble tous les dimanches. Puis, il y a 3 ans, il a rencontré Chloé. Au début, j'étais heureuse pour lui. Elle était jolie, dynamique, bavarde, tout le contraire de Thomas. Je me disais qu'elle lui ferait du bien. La première fois qu'il me l'a présentée, c'était un samedi après-midi chez moi. J'avais préparé un cake au citron, sa recette préférée. Chloé est entrée dans mon salon, a regardé autour d'elle et a dit « Waouh, c'est immense ici. Tu vis toute seule ?» J'avais souri. « Oui, mais Thomas vient souvent. » Elle avait ri. « Il faut optimiser tout ça, Anouk. C'est du gâchis. » Sur le moment, je n'avais rien dit. Mais quelque chose dans sa voix m'avait glacée. Les mois ont passé. Thomas venait de moins en moins. Quand je l'appelais, il répondait brièvement. « Je suis occupée, maman. Chloé et moi, on a des projets. » Et puis, un jour, il m'a annoncé qu'ils allèrent se marier. J'ai souri. J'ai dit que j'étais heureuse. J'ai proposé de payer la réception. Mais dans mon cœur, j'avais peur. Parce que je commençais à comprendre que Chloé ne voyait pas en moi une belle-mère. Elle voyait un obstacle. Les préparatifs du mariage ont duré 6 mois. 6 mois pendant lesquels j'ai senti, jour après jour, que je perdais mon fils. Au début, c'était subtil. Chloé m'appelait pour me parler des détails de la fête. Les fleurs, le traiteur, la musique. Elle me demandait mon avis, puis elle faisait exactement le contraire. J'ai pensé à des roses blanches pour les tables, disais-je. Non, on va prendre des pivoines roses. C'est plus moderne. Et pour le menu, peut-être un plat traditionnel français? On a choisi un menu fusion. Japono-péruvien. C'est plus tendance. Je souriais. Je disais, bien sûr, c'est ton mariage. Mais à chaque fois, je sentais qu'elle ne me demandait pas mon avis. Elle me testait. Et puis, un après-midi de février, tout a basculé. Thomas et Chloé étaient venus déjeuner chez moi. J'avais préparé un bœuf bourguignon, le plat préféré de Thomas depuis qu'il était enfant. Nous étions à table. Je servais le vin. Thomas souriait. Et soudain, Chloé a dit « Anouk, on a besoin de te parler de quelque chose. » Mon cœur s'est serré. « Oui ?» Elle a regardé Thomas. Il a baissé les yeux. « Voilà », a-t-elle continué. « Après le mariage, Thomas et moi, on va chercher un appartement plus grand. Mais les prix à Paris sont fous. On a fait le calcul, on ne peut pas se permettre d'acheter dans un bon quartier. J'ai posé ma fourchette. Je comprends. C'est difficile pour les jeunes couples aujourd'hui. » « Exactement », a dit Chloé en souriant. « C'est pour ça qu'on s'est dit, et si tu nous prêtais ton appartement? Juste quelques années. Le temps qu'on économise. Toi, tu pourrais louer un petit studio. Ou même venir vivre avec nous. Ce serait sympa, non ?» Le silence est tombé sur la table. J'ai regardé Thomas. Il ne disait rien. Il fixait son assiette. « Thomas ?» ai-je murmuré. Il a levé les yeux vers moi. Et dans son regard, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la gêne. Mais aussi de l'accord. « Maman », a-t-il dit doucement, « ce serait juste temporaire. On ne te demande pas de vendre. Juste de nous aider à démarrer. » Ma main a cherché instinctivement ma poche. Le mouchoir brodé était là. Je l'ai touché, comme pour me donner du courage. « Mon chéri », ai-je dit lentement, « cet appartement, c'est tout ce que j'ai. C'est la maison de ton père. C'est notre histoire. Je ne peux pas. » Chloé m'a coupé. « Notre histoire? Et nous alors? On ne compte pas? Thomas est ton fils, Anouk. Un fils unique. Tu ne vas quand même pas le laisser galérer alors que tu as tout cet espace pour toi toute seule? » Sa voix était montée d'un cran. « Chloé, je comprends que... » « Non, tu ne comprends rien. Tu es égoïste. Voilà la vérité. » Thomas a posé sa main sur celle de Chloé. « Calme-toi, chérie. » Mais il ne m'a pas défendu. Ce jour-là, pour la première fois depuis la mort de Philippe, j'ai pleuré devant mon fils. « Partez, s'il vous plaît, » ai-je murmuré. Chloé s'est levée immédiatement. Thomas est resté assis quelques secondes, comme s'il hésitait. Puis il s'est levé aussi. À la porte, il s'est retourné. « Maman, réfléchis, d'accord ? Mais ce n'était plus la voix de mon petit garçon. C'était la voix d'un homme que je ne reconnaissais plus. Après leur départ, je me suis assise sur le canapé du salon. J'ai sorti le mouchoir de ma poche. Je l'ai regardé longtemps,
ce petit carré de tissu blanc brodé de fil bleu. Ma mère me l'avait donné en me disant « Garde-le toujours avec toi. Dans les moments difficiles, il te rappellera que tu es plus forte que tu ne le crois. » Ce soir-là, j'ai compris que la première fissure venait de se former et que les choses n'allaient pas s'arrêter là. Après ce déjeuner terrible, je n'ai pas revu Thomas pendant 3 semaines. 3 semaines de silence. 3 semaines où mon téléphone restait muet. 3 semaines où je me réveillais chaque matin avec une boule dans la gorge. Je me disais que c'était normal, qu'il était occupé avec les préparatifs, qu'il allait m'appeler. Mais au fond de moi, je savais la vérité. Il m'évitait. Les jours passaient. Je continuais ma vie. J'allais à la pharmacie où je travaillais encore à mi-temps, même à 68 ans. J'aimais ce travail. Les clients me connaissaient depuis des années. Madame Rousseau, qui venait chercher ses médicaments pour le cœur tous les lundis. Monsieur Petit, qui me racontait des histoires de sa jeunesse. Ces petits moments de connexion humaine me gardaient en vie. Mais le soir, quand je rentrais chez moi, le silence de l'appartement était insupportable. Je marchais dans le couloir, je touchais les murs, je regardais les photos encadrées de Thomas enfant. Thomas à 3 ans, avec son camion rouge. Thomas à 10 ans, avec sa première médaille de natation. Thomas à 18 ans, le jour de son bac. Où était passé cet enfant? Un soir, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai composé son numéro. Il a décroché à la 5e sonnerie. Allô? Thomas, c'est maman. Silence. Puis, ah, salut maman. Sa voix était froide, distante. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ouais, j'ai été occupée. Je comprends. Les préparatifs doivent être... Maman, j'ai pas beaucoup de temps là. Tu voulais quelque chose? Mon cœur s'est serré. Non, je voulais juste entendre ta voix. Silence encore. Ok. Bah, je te rappelle, d'accord? Thomas, attends. Faut que j'y aille. Bisous. Il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, dans le silence de mon salon. Et j'ai pleuré. Parce que mon fils, mon unique enfant, ne voulait plus me parler. J'ai essayé de comprendre. Je me suis dit que c'était ma faute, que j'avais été trop dure, que j'aurais dû accepter de leur prêter l'appartement. Alors, j'ai fait quelque chose dont je n'ai pas été fière. J'ai décidé de céder. Pas complètement, mais un peu. Juste assez pour que Thomas revienne vers moi. Le lendemain, j'ai envoyé un message à Thomas. « Mon chéri, j'ai réfléchi. Peut-être qu'on pourrait discuter d'une solution. Je ne peux pas vous donner l'appartement, mais je peux vous aider financièrement pour votre nouveau logement. Appelons-nous « Je t'aime, maman ». Il a répondu 3 heures plus tard. « Ok, on passe dimanche. Pas de « je t'aime », pas de « merci », juste « ok ». Mais j'ai souri, parce qu'au moins j'allais le revoir. Ce dimanche-là, j'ai préparé leur plat préféré, un coq au vin. J'ai mis la table avec la belle nappe blanche. J'ai acheté une tarte aux framboises chez le pâtissier. Ils sont arrivés à 13 heures. Thomas portait un pull bleu marine. Chloé avait une robe légère, même si on était en mars et qu'il faisait encore froid. « Bonjour maman », a dit Thomas en m'embrassant rapidement sur la joue. Chloé m'a fait la bise, mais son regard était dur. Nous nous sommes installés à table. J'ai servi le vin. J'ai apporté le plat. J'ai souri. « Alors, les préparatifs avancent bien ?» Thomas a hoché la tête. « Oui, ça va. Tout est presque prêt. Le pavillon Monceau est magnifique, ai-je dit. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous offrir cette fête. » Chloé a bu une gorgée de vin. « Oui, c'est généreux. » Le mot était sec, comme si elle me devait quelque chose et que ça l'agaçait. J'ai respiré profondément. J'ai sorti une enveloppe de ma poche. « Thomas, Chloé, j'ai beaucoup pensé à notre dernière conversation et je veux vous aider. Voilà. » J'ai posé l'enveloppe sur la table. Thomas l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait un chèque. 20 000 €. Toutes mes économies des 3 dernières années. Thomas a écarquillé les yeux. « Maman, c'est pour votre apport. Pour que vous puissiez acheter un bel appartement. Je ne peux pas vous donner le mien, mais je peux vous aider comme ça. » Mon fils m'a regardé. Et pendant 1 seconde, j'ai cru voir de la tendresse dans ses yeux. « Merci, maman. Vraiment. » Mais Chloé a pris le chèque des mains de Thomas. Elle l'a regardé et elle a dit « 20 000, c'est bien. Pas merci. Pas c'est généreux. Juste c'est bien. » Puis elle a ajouté « Mais ça ne suffira pas, tu sais. Les prix à Paris sont fous. Avec 20 000, on peut à peine couvrir les frais de notaire. » Mon sourire s'est figé. « Chloé, c'est tout ce que j'ai. »« Anouk, a-t-elle dit en posant le chèque sur la table.
Soyons honnêtes. Tu as cet appartement qui vaut facilement 600 000 €. Tu pourrais le vendre, acheter un petit studio pour toi et nous donner le reste. Ce serait logique. Thomas est ton fils unique. Un jour, de toute façon, cet appartement lui reviendra. Pourquoi attendre? Je me suis tournée vers Thomas. Thomas? Il a baissé les yeux. Elle n'a pas tort, maman. Statistiquement, tu vis seule. Tu n'as pas besoin de tant d'espace. Statistiquement? Ma voix avait tremblé. Thomas, c'est la maison de ton père. C'est la maison où tu as grandi. Tu ne peux pas... Justement, a coupé Chloé. C'est du passé, tout ça. Il faut penser à l'avenir. À notre avenir. Thomas et moi, on veut des enfants. On veut une vraie vie. Et toi, tu restes accroché à des souvenirs. Des souvenirs. Elle avait dit ça comme si c'était quelque chose de honteux. J'ai senti mes mains trembler. J'ai cherché dans ma poche. Le mouchoir. Je l'ai serré fort. Je ne vendrai pas mon appartement. Chloé a soupiré. Elle s'est levée. Tu sais quoi, Anouk? Tu es égoïste. Complètement égoïste. Chloé, a murmuré Thomas. Mais elle ne l'a pas écouté. Elle a pris son sac. Je t'attends dans la voiture, Thomas. Et elle est partie. Thomas est resté assis. Il a regardé le chèque sur la table. Puis il m'a regardé. Maman, tu ne peux pas lui parler comme ça. C'est ma future femme. Thomas, elle vient de m'insulter. Dans ma propre maison. Elle est stressée. Le mariage, c'est beaucoup de pression. Et moi? Qui pense à moi? Il n'a rien dit. Il a pris le chèque. Il l'a plié. Il l'a mis dans sa poche. Merci pour l'argent, maman. Puis il est parti. Je suis restée seule dans ma salle à manger. Le coq au vin refroidissait dans les assiettes. La tarte aux framboises n'avait même pas été entamée. Je me suis levée. J'ai débarrassé la table. J'ai fait la vaisselle. J'ai tout rangé. Et pendant tout ce temps, je me répétais une seule phrase. Je ne vendrai pas mon appartement. Je ne vendrai pas mon appartement. Parce que si je cédais sur ça, je perdais tout. Mon histoire, mon identité, ma dignité. Mais au fond de moi, une petite voix me disait « Tu as déjà tout perdu ». Les semaines ont passé. Thomas ne m'appelait plus. Je recevais juste des messages courts pour les derniers détails du mariage. Le photographe viendra à 15 heures. Peux-tu confirmer le nombre d'invités de ta liste? N'oublie pas d'apporter le chèque pour le solde du traiteur. Des messages fonctionnels, froids, comme si j'étais devenue une simple organisatrice. Un soir, j'ai craqué. J'ai appelé ma meilleure amie, Sylvie. Nous nous connaissions depuis 40 ans. Sylvie, ai-je dit en pleurant au téléphone. Je ne reconnais plus mon fils. Viens me voir, a-t-elle répondu. Je suis allée chez elle. Nous avons bu du thé. Je lui ai tout raconté. L'appartement. Chloé. Le silence de Thomas. Elle m'a écoutée sans m'interrompre. Puis elle a dit « Anouk, tu n'as rien fait de mal. Mais tu dois te préparer. » Me préparer à quoi? À perdre ton fils. J'ai secoué la tête. Non. Après le mariage, ça ira mieux. Chloé se calmera. Thomas reviendra vers moi. Sylvie m'a pris la main. Anouk, écoute-moi. Les gens comme Chloé ne se calment jamais. Ils prennent, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais je suis sa mère, et elle est sa femme. Dans son esprit, tu es une rivale. Je ne voulais pas y croire, mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Le jour du mariage approchait. J'avais tout payé, tout organisé. J'avais même acheté un cadeau pour eux. Une sculpture en bronze représentant 2 oiseaux entrelacés. Elle coûtait 3 000 €. Je l'avais fait graver. À Thomas et Chloé. Avec tout mon amour. Maman. La veille du mariage, Thomas est venu chercher la sculpture. Chloé n'était pas avec lui. Il est entré dans l'appartement. Il a regardé autour de lui comme s'il redécouvrait les lieux. « Ça fait bizarre », a-t-il murmuré. « Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. »« 2 mois, ai-je dit doucement. Il a baissé les yeux. « Ouais, j'ai apporté la sculpture, emballée dans du papier doré. Tiens, pour vous deux. » Il a ouvert le paquet. Quand il a vu la sculpture, son visage s'est adouci. « Maman, c'est magnifique. Je suis fière de toi, Thomas. Tu sais ça, hein ?» Il a levé les yeux vers moi. Et pendant 1 seconde, j'ai retrouvé mon petit garçon. « Je sais, maman. Nous sommes restés là, face à face, en silence. Puis il a dit « Demain, ça va être une belle journée. »« Oui, » ai-je murmuré. Mais dans mon cœur, je sentais que quelque chose de terrible allait arriver. Je ne savais pas encore quoi, mais je le sentais. Le samedi 23 avril, le jour du mariage, je me suis réveillée à 6 heures du matin.
Il faisait encore nuit. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé le plafond de ma chambre. Mon cœur battait vite, trop vite. Je me suis levée. J'ai préparé du café. Je me suis assise sur le balcon, dans le froid du matin, et j'ai regardé Paris se réveiller. Les premières lueurs du jour touchaient les toits gris. Les oiseaux commençaient à chanter. J'ai sorti le mouchoir brodé de ma poche de pyjama. Je l'ai tenu dans mes mains. Ce petit carré de tissu qui m'avait accompagné dans tous les moments importants de ma vie. « Maman », ai-je murmuré à voix haute, comme si ma mère pouvait m'entendre. « Aide-moi aujourd'hui. » À 10 heures, je suis allée chez le coiffeur. Madame Chen, qui me coiffait depuis 15 ans, m'a fait un chignon bas, élégant. Elle a vu que j'étais tendue. « Madame Favre, c'est un grand jour. Il faut sourire. » J'ai souri. Mais c'était un sourire de façade. De retour chez moi, j'ai enfilé ma robe bleu nuit. La soie italienne glissait sur ma peau. J'ai mis mes boucles d'oreilles en perles, celles que Philippe m'avait offertes pour nos 20 ans de mariage. J'ai glissé le mouchoir dans la poche intérieure de ma robe. Devant le miroir de l'entrée, je me suis regardée longuement. J'avais 68 ans, des rides autour des yeux, des cheveux gris soigneusement coiffés. Mais dans ce miroir, je voyais aussi la jeune femme que j'avais été, celle qui avait aimé, celle qui avait construit une vie, celle qui avait élevé un enfant seul après la mort de son mari. « Tu es forte, Anouk », me suis-je dit à voix haute. « Tu es forte », mais ma voix tremblait. La cérémonie civile avait lieu à 15 heures, à la mairie du 16e arrondissement. J'y suis allée seule, dans un taxi. Quand je suis arrivée, les invités étaient déjà là. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Des amis de Thomas que je ne connaissais pas. Et la famille de Chloé, sa mère, une femme sèche au regard dur, et son père, un homme bedonnant qui parlait fort. Thomas était là, dans un costume gris anthracite. Il était beau. Mon cœur s'est serré. « Bonjour maman », a-t-il dit en m'embrassant. « Tu es magnifique, mon chéri. » Il a souri. Un vrai sourire. Et pendant une seconde, j'ai oublié tous les derniers mois de tension. Puis Chloé est arrivée. Elle portait une robe blanche longue, très ajustée, avec un décolleté plongeant. Ses cheveux blonds étaient lâchés sur ses épaules. Elle était belle, c'est vrai, mais il y avait quelque chose de dur dans son regard. Quand elle m'a vue, elle m'a fait un signe de tête. Pas un sourire, juste un signe. La cérémonie a été courte, 20 minutes. L'officier d'état civil a lu les textes légaux. Thomas et Chloé ont échangé leurs vœux. Des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes. Thomas a parlé d'amour, de construction, d'avenir. Chloé a parlé de liberté, d'ambition, de réussite. Pas une fois elle n'a prononcé le mot « famille ». Après la signature, tout le monde a applaudi. J'ai applaudi aussi. Mais mes mains tremblaient. À 18 heures, nous sommes tous arrivés au pavillon Monceau. Le salon était somptueux. Les lustres en cristal brillaient. Les tables étaient dressées avec des nappes blanches immaculées, des bouquets de pivoine rose, celles que Chloé avait choisies, et des couverts en argent. 120 personnes, 12 tables, un orchestre dans le fond de la salle. J'avais tout payé, tout organisé. 30 000 €. Monsieur Delcourt, le propriétaire du pavillon Monceau, m'avait accueilli à l'entrée. Madame Favre, tout est parfait. Vous pouvez être fière. C'est l'une des plus belles réceptions que nous ayons organisées cette année. Merci, monsieur Delcourt. Il avait remarqué ma nervosité. Vous allez bien, madame? Oui, oui. C'est juste l'émotion. Il avait souri. C'est normal. C'est votre fils unique. Profitez de cette soirée. Mais je ne savais pas encore que cette soirée allait devenir mon pire cauchemar. Le dîner a commencé à 19 heures. J'étais assise à la table d'honneur à côté de Sylvie, ma meilleure amie. Thomas et Chloé étaient au centre, entourés de leurs témoins. Les plats se sont succédés. Une entrée de foie gras, un poisson en croûte, un magret de canard. Tout était délicieux. Les invités riaient, buvaient, parlaient fort. Mais moi, je ne touchais presque pas à mon assiette. Je regardais Thomas. Il souriait, embrassait Chloé, levait son verre. Il avait l'air heureux. Alors pourquoi est-ce que j'avais cette boule dans la gorge? À 21 heures, les discours ont commencé. Le témoin de Thomas, son meilleur ami depuis l'université, a raconté des anecdotes drôles. Tout le monde a ri. Puis c'était au tour du père de Chloé. Il s'est levé, son verre à la main, et il a dit « Ma fille a toujours su ce qu'elle voulait. Et aujourd'hui, elle a obtenu exactement ce qu'elle méritait. Thomas est un homme chanceux. Il a regardé mon fils. Prends bien soin d'elle. Et surtout, écoute-la. Toujours.
Tout le monde a applaudi. Mais moi, j'ai frissonné. Parce que dans ces mots, j'ai entendu autre chose. Une menace, un avertissement. Puis Chloé s'est levée. Elle a pris le micro. « Je veux remercier tout le monde d'être là ce soir. C'est une soirée magique. Et surtout, je veux remercier Anouk. » Mon cœur a bondi. Elle me remerciait. Anouk, ma belle-mère, qui a tout organisé, tout payé. C'est généreux, vraiment. Elle a marqué une pause, puis elle a ajouté « Même si on aurait peut-être préféré organiser nous-mêmes. Mais bon, c'est l'intention qui compte. » Des rires gênés ont parcouru la salle. J'ai senti mon visage devenir rouge. Sylvie a posé sa main sur la mienne. « Respire, Anouk. » Thomas n'a rien dit. Il a juste bu une gorgée de champagne. Après les discours, l'orchestre a commencé à jouer. Les invités se sont levés pour danser. Thomas et Chloé ont ouvert le bal sur une chanson d'Édith Piaf, « La vie en rose ». Je les regardais tourner sur la piste, mon fils et sa femme, et j'ai senti que je le perdais. À 22 heures, j'ai eu besoin de prendre l'air. Je suis sortie sur la terrasse du pavillon. Il faisait doux. Le ciel était noir, piqueté d'étoiles. J'ai sorti le mouchoir de ma poche. Je l'ai tenu contre mon visage. J'ai fermé les yeux. « Philippe, » ai-je murmuré, « si tu étais là, tu saurais quoi faire. » Mais Philippe n'était plus là. Et j'étais seule. Je suis restée dehors 10 minutes, puis je suis rentrée dans la salle. Et c'est là que tout a basculé. Chloé était debout, au milieu de la piste de danse. Elle riait avec ses amis. Elle avait bu beaucoup de champagne. Son visage était rouge. Ses gestes étaient brusques. Quand elle m'a vue entrer, elle s'est arrêtée de rire. Elle m'a regardée, fixement. Puis, elle a marché vers moi. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Elle s'est approchée, très proche, trop proche. « Anouk », a-t-elle dit d'une voix forte. Les gens autour de nous ont commencé à se tourner vers nous. « Oui, Chloé, il faut qu'on parle. »« Bien sûr. Tout va bien ?» Elle a posé sa coupe de champagne vide sur une table, violemment. « Donne-moi les clés de ton appartement. » Le silence s'est installé autour de nous. La musique jouait encore, mais les gens s'étaient arrêtés de danser. « Pardon ?» ai-je murmuré. « Les clés. De ton 3 pièces dans le 16e. Thomas et moi, on en a besoin. Tu vis seul, tu n'as pas besoin de tant d'espace. C'est du gaspillage. » J'ai regardé autour de moi. 120 pères Dieu nous regardaient maintenant. La musique s'était arrêtée. « Chloé, ce n'est ni le moment ni l'endroit. »« Si, justement, c'est exactement le moment. Devant tout le monde. Comme ça, tu ne pourras plus te défiler. » Ma main a instinctivement cherché ma poche. Le mouchoir. Je l'ai serré fort. « Chloé, c'est mon appartement. C'est ma maison. » Elle a ri. Un rire dur, métallique. « Ta maison ? Tu as 68 ans, Anouk. Tu n'en as plus pour longtemps. Pourquoi tu t'accroches à ça ? Hein ? Par égoïsme ? » Les murmures ont parcouru la salle. « Chloé, s'il te plaît, donne-moi ces clés. » Sa voix a explosé dans le salon. Un cri, un hurlement. J'ai cherché Thomas du regard. Il était là, à 3 mètres. Il me regardait. Son visage était blanc. « Thomas !» ai-je appelé. « S'il te plaît. » Il a fait un pas vers nous. Puis il s'est arrêté. Chloé s'est tournée vers lui. « Dis-lui, Thomas. Dis à ta mère qu'on a besoin de cet appartement. » Thomas a ouvert la bouche. Mais aucun son n'est sorti. Je l'ai regardé. Mon fils. Mon unique enfant. Celui pour qui j'avais tout sacrifié. Et il n'a rien dit. Chloé s'est retournée vers moi. Son visage était tordu de colère. « Tu vois, même ton fils est d'accord avec moi. Mais toi, tu es trop... » Elle a marqué une pause. Puis elle a craché les mots. « Vieille idiote !» Le silence absolu est tombé sur la salle. Personne ne respirait. Et puis, avant que je puisse réagir, elle a levé les mains et elle m'a poussé. Violemment. Je suis tombée en arrière. Mon dos a heurté une chaise. Ma main a lâché le mouchoir. Il est tombé par terre. Ce petit carré de tissu blanc brodé de fil bleu. Le mouchoir de ma mère. Mon talisman. Il était là, sur le sol, au milieu de la piste de danse. Je suis restée à terre quelques secondes. Je sentais tous les regards sur moi. J'entendais les murmures, les chuchotements. Oh mon Dieu, elle l'a poussé. C'est pas possible. Sylvie s'est précipitée vers moi. Anouk, ça va ? Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé le mouchoir, par terre. Je me suis relevée, lentement. Mes jambes tremblaient. Mon dos me faisait mal. Je me suis baissée. J'ai ramassé le mouchoir. Je l'ai plié soigneusement. Je l'ai remis dans ma poche. Puis j'ai lissé ma robe.
et j'ai regardé Chloé. Elle me fixait, elle souriait, un sourire de victoire. Derrière elle, Thomas était figé, blanc comme un linge. Mais il ne bougeait pas, il ne disait rien. J'ai regardé autour de moi, tous ces invités, ces gens qui avaient mangé, bu, dansé grâce à mon argent, et personne ne disait rien. Personne ne me défendait. J'étais seule, alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à composer le numéro. Mais j'ai réussi. Une sonnerie, 2, 3, puis une voix. « Allô, Pavillon Monceau, Monsieur Delcourt à l'appareil. »« Bonsoir, Monsieur Delcourt. C'est Anouk Favre. » Ma voix était calme, étrangement calme. « Madame Favre, tout va bien ? Je vous appelle pour annuler le paiement du solde, les 15 000 € restants. Je retire mon autorisation bancaire. Immédiatement. » Silence au bout du fil. « Madame, vous êtes sûre ? » ?»« Absolument certaine. Mais nous avons un contrat. Le contrat stipule que le paiement final se fait le jour même. Je l'annule. Je vous enverrai un email de confirmation dans 5 minutes. Madame Favre, si vous annulez maintenant, je vais devoir... Je sais ce que vous allez devoir faire, Monsieur Delcourt. C'est exactement ce que je veux. Très bien, je suis désolée. Moi aussi. J'ai raccroché. Autour de moi, les gens chuchotaient. Ils n'avaient pas entendu ma conversation, mais ils avaient vu que j'avais téléphoné. Chloé me regardait, les bras croisés. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé Thomas une dernière fois. Il avait les yeux humides, mais il ne bougeait toujours pas. Alors je me suis tournée, et je suis sortie du salon. Dignement, la tête haute. Derrière moi, j'entendais les murmures s'amplifier. Mais je ne me suis pas retournée. Je suis rentrée chez moi en taxi. J'ai enlevé ma robe. J'ai enfilé ma chemise de nuit. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai attendu. À 23h15, mon téléphone a sonné. C'était Sylvie. « Anouk, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. Raconte-moi. » Sa voix tremblait d'excitation. Monsieur Delcourt est arrivé au salon. Il est monté sur la scène. Il a pris le micro. Et il a dit « Mesdames et messieurs, je suis désolé de vous informer que cette réception doit s'arrêter immédiatement. Le paiement a été annulé. Je vous demande de bien vouloir quitter les lieux. » J'ai fermé les yeux. Et ensuite, c'était le chaos, Anouk. Les gens ne comprenaient pas. Chloé a couru vers Monsieur Delcourt. Elle a crié « C'est impossible, qui a annulé ?» Et lui, très calmement, a répondu « Madame Anouk Favre, la mère du marié. C'est elle qui payait tout. » Et Chloé, Sylvie a ri. Un rire nerveux. Son visage, Anouk, son visage est devenu blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. Elle a cherché Thomas du regard. Et là, oh mon Dieu, Anouk, elle a commencé à pleurer. Devant tout le monde. Elle est tombée à genoux. Elle pleurait comme une enfant. J'ai senti quelque chose de chaud couler sur mes joues. Mes propres larmes. Et Thomas? Il était pétrifié. Il ne savait pas quoi faire. Les invités ont commencé à partir. Certains étaient furieux, d'autres rigolaient. J'ai entendu quelqu'un dire « Elle l'a bien cherché ». La mère de Chloé hurlait sur Thomas. Son père essayait de négocier avec Monsieur Delcourt, mais rien n'y faisait. Les serveurs ont commencé à débarrasser. L'orchestre a rangé ses instruments. En 30 minutes, le salon était vide. Où sont-ils maintenant? Ils sont partis. Je ne sais pas où. Mais Anouk, tu as fait ce qu'il fallait. Tu m'entends? Tu as fait ce qu'il fallait. J'ai raccroché. Je me suis levée. Je suis allée à la fenêtre. J'ai regardé Paris, les lumières, les rues, la vie qui continuait. Et dans ma poche, j'ai serré le mouchoir de ma mère. Tu avais raison, maman. Je suis plus forte que je ne le croyais. Les 3 jours qui ont suivi cette nuit ont été les plus longs de ma vie. Le dimanche matin, je me suis réveillée avec un mal de dos terrible. L'endroit où j'avais heurté la chaise était bleu, violacé, un bleu profond, presque noir, comme un ciel d'orage. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. J'avais les yeux gonflés, des cernes sombres. J'avais l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Mon téléphone était silencieux. Pas un message, pas un appel. Thomas n'avait pas cherché à me joindre. Je suis restée chez moi toute la journée. J'ai fait du thé. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai touché les murs de mon appartement, comme pour me rassurer qu'il était encore là, encore à moi. Le soir, Sylvie est venue. Elle m'a apporté une soupe et du pain frais. « Tu as mangé aujourd'hui ?» a-t-elle demandé. « Non. Anouk, je n'ai pas faim. » Elle s'est assise à côté de moi sur le canapé.
Elle a pris ma main. Tu as fait ce qu'il fallait. Alors pourquoi je me sens si mal? Elle n'a pas répondu. Parce qu'il n'y avait pas de réponse. On peut faire la bonne chose et souffrir quand même. Le lundi, j'ai dû retourner travailler à la pharmacie. J'avais pensé rester chez moi, mais je ne supportais plus le silence de mon appartement. Quand je suis arrivée, Madame Rousseau était déjà là, à attendre devant la porte. « Madame Favre, je vous ai vue à la télé. » Mon sang s'est glacé. « À la télé ? » « Non, pardon, je veux dire, sur Facebook. Ma petite fille m'a montré une vidéo. C'était votre fils qui se mariait, non ? » Mon cœur s'est arrêté. « Une vidéo ? Oui, quelqu'un a filmé. Ça circule partout. Oh, Madame Favre, ce que cette femme vous a fait, c'est honteux. » J'ai senti mes jambes se dérober. « Excusez-moi, Madame Rousseau, Je suis entrée dans la pharmacie. Je suis allée dans l'arrière-boutique. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes. J'ai ouvert Facebook. Et je l'ai vu. La vidéo. Quelqu'un l'avait filmée. Quelqu'un parmi les 120 invités avait sorti son téléphone et avait tout filmé. La scène, l'humiliation, la chute. La vidéo avait été postée sur un groupe Facebook. Mariage catastrophe en France. Elle avait déjà 3000 vues et 150 commentaires. J'ai lu quelques-uns. La belle-mère est une héroïne. Cette femme a tout payé et se fait humilier. Respect à elle. La mariée est une harpie. Le fils est pathétique. Il regarde sa mère se faire pousser et il ne bouge pas. Mais il y en avait d'autres. La belle-mère a gâché le plus beau jour de leur vie. Annuler le paiement devant tout le monde, c'est mesquin. Les vieilles sont jalouses quand leur fils se marie. J'ai fermé l'application. J'ai posé mon téléphone. Et j'ai pleuré dans l'arrière-boutique de la pharmacie où je travaillais depuis 30 ans. Le mardi, Thomas a enfin appelé. C'était 19h. J'étais chez moi, assise à la table de la cuisine. Je n'avais rien mangé de la journée, juste du thé. Quand son nom est apparu sur l'écran, mon cœur a bondi. J'ai décroché immédiatement. « Thomas ?» Silence, puis sa voix, froide, dure. « Pourquoi tu as fait ça ?» Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ?» Juste une accusation. « Thomas ?» « Pourquoi ?» il criait. Mon fils me criait dessus. « Tu as ruiné notre mariage. Tu as humilié Chloé devant tout le monde. Tu es cruelle, maman. Cruelle. » Ma main a cherché ma poche. Le mouchoir. Je l'ai serré. « Thomas, elle m'a poussé. Elle m'a insulté. Et toi, tu n'as rien dit. Tu n'as... Parce que tu ne lui as pas donné le choix, tu aurais pu nous aider. Mais non, tu préfères rester accroché à ton appartement, à tes souvenirs. Papa est mort depuis 20 ans, maman. 20 ans. » Ces mots ont frappé comme des coups de couteau. « Thomas, cet appartement, c'est ma vie. » « Non, c'est ton passé. Et tu nous obliges à vivre dedans avec toi. » Chloé a raison. Tu es égoïste. Le silence est tombé entre nous. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Quelque chose d'irréparable. « Tu penses vraiment ça ?» ai-je murmuré. « Oui, un mot. Un seul mot. Mais il a tout détruit. Alors je suppose que tu ne veux plus me parler. » ai-je dit doucement. « Je ne sais pas, maman. Pour l'instant, j'ai besoin de temps. » Chloé est effondrée. Sa mère refuse de nous parler. Son père menace de porter plainte contre toi pour rupture de contrat. Notre mariage est la risée de tout Paris à cause de cette vidéo. Et tout ça, c'est de ta faute. Thomas, ne m'appelle pas pendant un moment. S'il te plaît. Et il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, dans le silence de ma cuisine. Mon fils, mon unique enfant, celui pour qui j'avais tout sacrifié. Il venait de me dire de ne plus l'appeler. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur mon lit, le mouchoir de ma mère dans les mains. Je repensais à tout, à la vie que j'avais construite, aux sacrifices que j'avais faits, aux années où j'avais élevé Thomas seul, aux nuits où je travaillais tard pour payer ses études, aux moments où je m'étais privée pour qu'il ait tout. Et maintenant, il me disait que j'étais égoïste. Vers 4 heures du matin, j'ai pris une décision. Je n'allais plus essayer de le reconquérir. Je n'allais plus supplier. Je n'allais plus m'excuser. J'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais défendu ma dignité. Si Thomas voulait revenir, il reviendrait. Mais je n'allais pas me perdre pour le garder. Parce que j'avais compris quelque chose cette nuit-là. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, même si c'est notre propre enfant. Le mercredi, j'ai reçu une lettre. Elle était glissée sous ma porte. Une enveloppe blanche. Pas de timbre. Quelqu'un l'avait déposée directement. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes.
C'était une lettre de Chloé, écrite à la main, une écriture nerveuse, agressive. Anouk, tu as gagné. Tu es contente? Tu as réussi à gâcher le plus beau jour de ma vie. Tu as humilié ton propre fils devant 120 personnes. Tu as prouvé à tout le monde que tu es une femme amère et jalouse. Mais je veux que tu saches une chose. Tu as perdu Thomas. Pour toujours. Il ne te le dira jamais parce qu'il est trop gentil. Mais moi, je n'ai pas peur de te dire la vérité. Tu es seule. Tu seras toujours seule. Parce que tu ne penses qu'à toi. Ton appartement? Profites-en bien. Parce que c'est tout ce qui te reste. Ne cherche plus à nous contacter. Nous ne voulons plus te voir. Chloé, j'ai relu la lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée. Je l'ai rangée dans un tiroir. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'ai pas pleuré. Au contraire, j'ai senti une sorte de calme m'envahir. Parce que Chloé venait de me libérer. Elle m'avait dit ce que Thomas n'osait pas me dire. Elle avait mis des mots sur ce que je sentais depuis des mois. Et maintenant, je savais. Je savais que je ne reverrais peut-être plus mon fils. Je savais que j'avais tout perdu. Mais je savais aussi que j'avais gardé l'essentiel. Ma dignité, mon appartement, mon histoire. Et personne ne pourrait me les prendre. Les jours ont passé. Puis, les semaines. Je continuais à travailler, à voir Sylvie, à vivre ma vie. Mais chaque soir, en rentrant chez moi, je regardais mon téléphone, espérant un message de Thomas, un signe, une tentative de réconciliation. Mais rien ne venait. Le silence était total. 1 mois après le mariage, j'ai croisé une ancienne collègue de Thomas dans la rue, Mathilde. Elle l'avait connue pendant son stage chez Renault. « Madame Favre, comment allez-vous ?»« Bien, merci. Et vous ?» Elle a hésité. « J'ai vu la vidéo. Je suis désolée. » J'ai souri. « Ce n'est rien. Vous savez, j'ai parlé à Thomas il y a 2 semaines. Il n'allait pas bien. Il m'a dit qu'il regrettait. Mon cœur a bondi. Il a dit ça? Oui. Il m'a dit qu'il avait été lâche, qu'il aurait dû vous défendre. Mais Chloé refuse qu'il vous parle. Elle surveille son téléphone, ses emails. Tout. Je vois. Je pense qu'il souffre, Madame Favre. Mais il a peur. Peur de quoi? Peur de la perdre. J'ai hoché la tête. Merci de me l'avoir dit, Mathilde. Elle est partie. Et moi, je suis restée sur ce trottoir. Thomas regrettait. Mais il ne faisait rien. Et ça, c'était peut-être pire que tout. Ce soir-là, j'ai sorti le mouchoir de ma mère. Je me suis assise sur mon canapé. Et j'ai parlé à voix haute, comme si elle pouvait m'entendre. « Maman, j'ai fait ce qu'il fallait, non ?» Le silence. Alors pourquoi ça fait si mal? Dehors, la pluie a commencé à tomber. Les gouttes frappaient contre les vitres. Un bruit régulier, apaisant. Et dans ce silence et cette pluie, j'ai compris quelque chose. La justice ne vient pas tout de suite. Parfois, elle prend des mois, des années. Mais elle vient toujours. Et Chloé, un jour, paierait pour ce qu'elle avait fait. Pas par ma main, mais par la vie elle-même, parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Je n'avais qu'à attendre, et à continuer de vivre, dignement, fièrement, même dans la douleur, même dans la solitude. 2 mois ont passé depuis cette nuit d'avril. Nous étions maintenant en juin. Paris était magnifique. Les arbres étaient verts, les terrasses pleines, les gens souriaient dans les rues. Mais moi, je portais encore l'hiver dans mon cœur. Je continuais ma vie. Travail, maison, quelques sorties avec Sylvie, des promenades dans le parc, des livres le soir, du thé sur le balcon. Une vie simple, calme, mais vide, parce que Thomas n'appelait toujours pas. Un matin de juin, alors que j'ouvrais la pharmacie, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Un numéro inconnu. « Bonjour Madame Favre, je suis Sophie Marchand, journaliste au Parisien. Nous préparons un article sur les conflits familiaux lors des mariages. Votre histoire a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Accepteriez-vous de témoigner ?» Mon sang s'est glacé. Un article. Dans un journal. J'ai immédiatement répondu « Non merci. Je ne souhaite pas parler de cette histoire. » La réponse est arrivée 2 minutes plus tard. « Je comprends. Sachez simplement que nous publierons l'article avec ou sans votre témoignage. Si vous souhaitez donner votre version, c'est le moment. Cordialement. » J'ai regardé ce message longtemps. Ma version. Est-ce que j'en avais une? Est-ce que je voulais me justifier? Non. J'ai bloqué le numéro. Parce que j'avais compris quelque chose ces dernières semaines. Les gens allaient toujours avoir une opinion. Certains allaient me défendre, d'autres allaient me critiquer. Mais au fond, cela n'avait aucune importance.
La seule personne dont j'avais besoin de l'approbation, c'était moi-même. Et moi, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. L'article est paru 3 jours plus tard. Sylvie me l'a apporté. Elle avait acheté le journal au kiosque. « Tu es sûre de vouloir le lire ?» m'a-t-elle demandé. Oui, l'article s'intitulait « Mariage, quand les belles-mères deviennent des victimes ». Il racontait plusieurs histoires. La mienne était la première. La journaliste avait fait des recherches. Elle avait retrouvé plusieurs invités du mariage. Elle avait visionné la vidéo des dizaines de fois. Elle avait même contacté Monsieur Delcourt, le propriétaire du pavillon Monceau. Et son article était « En ma faveur ». Elle écrivait « Anouk Favre, 68 ans, pharmacienne retraitée, a tout payé pour le mariage de son fils unique, 30 000 €. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que sa belle-fille exigerait également son appartement. Devant 120 invités, elle a été insultée et poussée. Son fils n'a rien dit. Anouk Favre a alors fait le seul geste de dignité qui lui restait. Elle a annulé le paiement. Plus loin, elle citait un psychologue. Ce type de comportement chez les jeunes couples est de plus en plus fréquent. Une génération qui a grandi dans l'immédiateté et qui considère que les parents leur doivent tout. Madame Favre a posé une limite. C'est douloureux, mais nécessaire. L'article se terminait ainsi. Nous avons tenté de contacter Thomas Favre et son épouse Chloé. Ils ont refusé de répondre. Madame Favre, elle, nous a dit « Je ne souhaite pas parler de cette histoire ». Un silence qui en dit long sur sa dignité. J'ai replié le journal. « Alors ?» a demandé Sylvie. « C'est étrange », ai-je murmuré. « Les gens que je ne connais pas me défendent, mais mon propre fils ?» Je n'ai pas fini ma phrase. Sylvie a posé sa main sur la mienne. « Il reviendra, Anouk. J'en suis sûre. »« Je ne sais pas si je veux qu'il revienne, » ai-je dit. Et c'était vrai, parce que quelque chose avait changé en moi ces dernières semaines. J'avais arrêté d'attendre. J'avais arrêté d'espérer. J'avais commencé à vivre pour moi. Le lendemain de la parution de l'article, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Des amis que je n'avais pas vus depuis des années. Des anciennes collègues, des clientes de la pharmacie. Tout le monde voulait me parler, me soutenir. Madame Rousseau est venue à la pharmacie avec un bouquet de fleurs. « Madame Favre, vous êtes une héroïne. » Mon mari a lu l'article. Il a dit « Cette femme a du courage. » J'ai souri. « Merci, Madame Rousseau. Mais je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une mère qui a essayé de garder sa dignité. » Justement, c'est ça le courage. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai regardé les fleurs sur ma table de cuisine. Des roses blanches, simples, belles. Et j'ai pensé, peut-être que la vie continue après tout. Une semaine après l'article, j'ai reçu un appel, un numéro que je ne connaissais pas. Mais cette fois, j'ai décroché. « Allô ? Madame Favre, c'est Mathilde, l'ancienne collègue de Thomas. »« Ah, bonjour Mathilde. Je voulais vous prévenir de quelque chose. » Son ton était grave. « Oui ? Thomas et Chloé, ça ne va pas bien entre eux. » Mon cœur a bondi. « Comment ça ? J'ai croisé Thomas il y a 2 jours. Il était seul dans un café. Il avait l'air détruit. Je me suis assise avec lui. On a parlé. Il m'a dit que, depuis le mariage, Chloé est devenue différente. Différente comment ? Agressive, exigeante. Elle lui reproche de ne pas gagner assez d'argent. Elle lui dit qu'il est trop faible, qu'il aurait dû vous forcer à donner l'appartement. Elle passe son temps à comparer leur vie à celle de ses amis. Ils ont loué un 2 pièces dans le 11e arrondissement. 800 € par mois. Chloé dit que c'est humiliant. J'ai fermé les yeux. Et Thomas ? Il est malheureux, Madame Favre. Vraiment malheureux. Il m'a dit qu'il pensait à vous tous les jours, qu'il regrettait de ne pas vous avoir défendu. Mais il a peur de Chloé. Elle le menace. Elle dit que s'il vous parle, elle le quittera. Je vois. Il m'a demandé de vos nouvelles. Je lui ai dit que vous alliez bien. Il a pleuré, Madame Favre, devant moi, dans ce café. Un silence. Merci de me l'avoir dit, Mathilde. Je pense qu'il va vous appeler bientôt. Il ne peut pas continuer comme ça. Peut-être. Mais après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé et j'ai sorti le mouchoir de ma poche. Thomas était malheureux. Une partie de moi voulait l'appeler, lui dire que j'étais là, que je l'aimais toujours. Mais une autre partie, la partie qui avait appris à se respecter ces derniers mois, me disait « Non, s'il veut revenir, il doit faire le premier pas ». Juin s'est transformé en juillet. Paris est devenu chaud, étouffant. Les gens partaient en vacances. Moi, je suis restée. J'ai continué à travailler.
à lire, à me promener. Et un jour, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 20 ans. Je suis allée au cimetière Montparnasse. C'était un jeudi après-midi. Il faisait beau. Le soleil brillait à travers les arbres. Je me suis arrêtée devant la tombe de Philippe Favre, 1958-2013, époux et père aimé. Je me suis agenouillée. J'ai sorti le mouchoir de ma poche. Je l'ai posé sur la pierre. Et j'ai parlé. Philippe, je ne sais pas si tu m'entends, mais j'ai besoin de te parler. Le vent a soufflé doucement dans les arbres. Notre fils, je crois que je l'ai perdu. Pas à cause de la mort, à cause de la vie, à cause d'une femme qui ne voit en moi qu'un obstacle. Et lui, il a choisi son camp. Mes larmes ont commencé à couler. Tu me manques tellement. Tu aurais su quoi faire. Tu aurais parlé à Thomas. Tu l'aurais remis sur le bon chemin. J'ai touché la pierre froide. Mais tu n'es plus là, et je dois faire seule. J'ai pleuré longtemps sur cette tombe. Toutes les larmes que j'avais retenues ces derniers mois. Toute la douleur, toute la solitude. Et puis, j'ai repris le mouchoir. Je l'ai plié. Je l'ai remis dans ma poche. Et j'ai dit, je vais continuer, Philippe. Pour toi, pour moi, même sans Thomas. Je vais continuer à vivre, dignement. En sortant du cimetière, j'ai senti quelque chose changer en moi. Une sorte de paix. Pas du bonheur, pas de la joie, mais de la paix. L'acceptation que certaines choses ne peuvent pas être réparées, que certaines pertes sont définitives, et que la vie continue quand même. 2 jours après ma visite au cimetière, j'ai pris une décision. J'allais faire quelque chose de bien, quelque chose qui n'aurait rien à voir avec Thomas ou Chloé, quelque chose pour moi. J'ai appelé une association caritative, les Petits Frères des Pauvres, une organisation qui aide les personnes âgées isolées. Bonjour, je m'appelle Anouk Favre, je voudrais faire un don. Bien sûr, madame. Quel montant souhaitez-vous donner? J'ai respiré profondément. 15 000 €. Silence au bout du fil. Madame, c'est une somme considérable. Je sais, c'est l'argent que j'aurais dû payer pour le mariage de mon fils. Mais finalement, cet argent est revenu sur mon compte, et je veux lui donner un sens. Je veux qu'il serve à quelque chose de bien. Madame Favre, nous ne savons pas quoi dire. Merci, du fond du cœur. C'est moi qui vous remercie pour le travail que vous faites. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai souri. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment souri. Parce que j'avais compris quelque chose d'essentiel. La vengeance ne guérit pas, la colère ne répare pas. Mais la bonté, elle, transforme tout, même la douleur. Ce soir-là, Sylvie est venue dîner chez moi. Je lui ai cuisiné un poulet rôti avec des pommes de terre. Nous avons bu du vin blanc. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit. « Différente comment ? Plus légère, comme si tu avais posé un poids. » J'ai hoché la tête. « C'est exactement ça. J'ai posé un poids. Celui de Thomas ? Oui, et celui de mes attentes. J'ai arrêté d'attendre qu'il me sauve. J'ai arrêté d'attendre qu'il me choisisse. J'ai compris que je devais me choisir moi-même. » Sylvie a levé son verre. « À toi, Anouk. À ta force. » Nous avons trinqué. Et dans ce moment simple, 2 vieilles amies partageant un dîner, j'ai senti que la vie valait encore la peine d'être vécue. Même sans mon fils. Juillet s'est terminé. Août est arrivé. Paris s'est vidé. Les touristes ont envahi les rues. Moi, je continuais ma routine. Mais quelque chose avait changé. Je ne regardais plus mon téléphone toutes les 5 minutes. Je ne sursautais plus à chaque notification. Je ne pleurais plus tous les soirs. J'avais appris à vivre avec l'absence. Et quelque part, c'était une victoire. Un soir d'août, alors que je lisais sur mon balcon, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Encore. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Allô ? Madame Favre ? C'est le docteur Lemoine, du service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine. » Mon sang s'est glacé. « Oui ? Votre fils, Thomas Favre, a été admis ce soir. Il va bien, ne vous inquiétez pas. Mais il a demandé à vous voir. » Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a eu une crise d'angoisse sévère, hyperventilation. Nous l'avons stabilisé. Mais il est très perturbé émotionnellement. Il répète votre nom sans arrêt. J'arrive. J'ai raccroché. J'ai pris mon sac, mes clés et le mouchoir dans ma poche. Et je suis partie pour l'hôpital. Parce que malgré tout, malgré la douleur, malgré la trahison, malgré les mois de silence, il était encore mon fils. Et une mère n'abandonne jamais complètement, même quand elle a tout perdu.
Le taxi m'a déposé devant l'hôpital Saint-Antoine à 21h30. Les portes automatiques des urgences se sont ouvertes. L'odeur d'antiseptique m'a saisi. Les néons blancs, le bruit des chariots, les voix des infirmières. Je me suis approchée de l'accueil. « Bonsoir, je suis Anouk Favre. On m'a appelé pour mon fils, Thomas Favre. » L'infirmière a vérifié sur son ordinateur. « Oui, chambre 12, au fond du couloir, à droite. » Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. J'ai marché dans ce long couloir blanc. Mes pas résonnaient sur le sol. Dans ma poche, ma main serrait le mouchoir. Chambre 12. J'ai frappé doucement à la porte. « Entrez !» J'ai poussé la porte. Et je l'ai vu. Thomas était allongé sur un lit d'hôpital, connecté à un moniteur cardiaque. Il portait une blouse bleue d'hôpital. Son visage était pâle, creusé. Il avait maigri. Ses yeux étaient cernés, rouges. Quand il m'a vu, il a éclaté en sanglots. « Maman !» Je me suis approchée. J'ai posé mon sac sur une chaise. Et je me suis assise à côté de son lit. « Je suis là, mon chéri. » Il pleurait comme un enfant, des sanglots profonds, déchirants. « Maman, pardon, pardon. » J'ai pris sa main. Elle était froide, tremblante. « Chut, calme-toi. Respire. » Il a essayé de respirer, mais ses sanglots l'étouffaient. Un médecin est entré dans la chambre. Un jeune homme d'une trentaine d'années, avec des lunettes rondes. « Madame Favre, je suis le docteur Lemoine. »« Bonsoir, docteur. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a regardé Thomas, puis moi. « Votre fils a fait une crise d'angoisse majeure. Il était seul dans son appartement. Il a réussi à appeler les secours. Quand nous sommes arrivés, il hyperventilait, il avait des palpitations. Nous l'avons stabilisé avec un anxiolytique. Physiquement, il va bien. Mais psychologiquement, il a marqué une pause. Il est en souffrance, profonde. Il a besoin d'un suivi psychiatrique. Et surtout, il a besoin de soutien familial. » J'ai hoché la tête. « Je comprends. » Le médecin est sorti. Et nous sommes restés seuls, Thomas et moi. Il pleurait toujours, mais plus doucement maintenant. « Maman, j'ai tout gâché. Raconte-moi, » ai-je dit doucement. Et il a parlé. Pendant 1 heure, Thomas m'a tout raconté. Le mariage catastrophique, la honte, la vidéo qui avait circulé, les regards des gens dans la rue, mais surtout, Chloé. Après le mariage, a-t-il dit d'une voix brisée, elle a changé, complètement. Elle était furieuse, contre toi, contre moi, contre tout le monde. Elle disait que j'aurais dû te forcer à nous donner l'appartement, que j'étais faible, que j'étais un lâche. Il a fermé les yeux. On a loué un 2 pièces, 800 € par mois. Chloé déteste cet appartement. Elle passe son temps à dire que c'est trop petit, trop sombre, trop moche. Elle compare avec les appartements de ses amis. Elle regarde des photos sur Instagram et elle pleure. Elle pleure, maman. Et elle me dit que c'est ma faute, que si j'avais un meilleur salaire, on pourrait avoir mieux, que si tu m'avais donné ton appartement, on vivrait comme des gens normaux. Thomas, elle surveille tout ce que je fais. Mon téléphone, mes emails, mes messages. Elle m'a interdit de te contacter. Elle dit que tu es toxique, que tu veux nous séparer, que tant que tu seras dans ma vie, on ne pourra jamais être heureux. Il a ouvert les yeux. Ils étaient remplis de larmes. Et moi, j'ai obéi. Parce que j'avais peur. Peur qu'elle me quitte. Peur d'être seule. Alors j'ai coupé les ponts avec toi. Avec ma propre mère. Il a serré ma main plus fort. Mais chaque jour, je pensais à toi. Chaque jour, je me réveillais avec ce poids sur la poitrine. Ce sentiment que j'avais trahi la seule personne qui m'avait vraiment aimé. Mon chéri. Et ce soir, elle est rentrée à la maison. Elle était furieuse. Elle avait vu une de ses amies qui venait d'acheter un appartement dans le 7e. Un 4 pièces, vue sur la Seine. Et elle s'est mise à crier. Elle a dit que c'était injuste, que tout le monde avait une belle vie sauf nous. Elle m'a traité de ratée, de bon à rien. Elle a dit que si elle avait su, elle ne m'aurait jamais épousée. Sa voix s'est brisée. Et puis elle a dit qu'elle regrettait que tu existes, qu'elle aurait préféré que tu sois morte. Comme ça, on aurait hérité de l'appartement. Mon sang s'est glacé. Elle a dit ça? Oui. Et à ce moment-là, quelque chose s'est cassé en moi. Je me suis levée. J'ai pris mes clés. Et je suis partie. Je suis rentrée chez moi. Enfin, dans notre appartement. Elle n'y était pas. Je me suis assis par terre, dans le salon. Et tout d'un coup, je ne pouvais plus respirer. Mon cœur battait trop vite. J'avais l'impression que j'allais mourir. Alors j'ai appelé les urgences.
Et quand ils m'ont demandé qui ils devaient contacter, j'ai dit ton nom, pas celui de Chloé, le tien. Il pleurait à nouveau. Parce que tu es la seule personne au monde qui m'aime vraiment. Et je l'ai compris trop tard. Je me suis levée, je me suis penchée, et j'ai pris mon fils dans mes bras. Il s'est effondré contre moi, comme quand il était petit, comme toutes ces fois où il avait eu peur, où il avait été triste, où il avait eu besoin de sa maman. Je suis là, ai-je murmuré. Je suis là. Nous sommes restés comme ça longtemps. Et dans ce moment, j'ai senti que quelque chose se réparait entre nous. Pas tout de suite, mais quelque chose. À 23 heures, le médecin est revenu. Monsieur Favre peut sortir ce soir, mais il faut qu'il soit accompagné. Et je vous conseille vraiment de prendre rendez-vous avec un psychiatre dès lundi. Il va venir chez moi ce soir, ai-je dit. Je vais m'occuper de lui. Thomas m'a regardé. Maman, tu es sûre? Absolument. Le médecin a hoché la tête. Très bien. Je vais préparer les papiers de sortie. Nous sommes sortis de l'hôpital à minuit. J'ai appelé un taxi. Thomas était silencieux à côté de moi. Il regardait par la fenêtre. Chloé va s'inquiéter, a-t-il murmuré. Je devrais l'appeler. Pas ce soir, Thomas. Ce soir, tu as besoin de repos. Il n'a pas insisté. Quand nous sommes arrivés devant mon immeuble, il s'est arrêté sur le trottoir. Il a regardé la façade. Ça fait tellement longtemps, a-t-il dit. 4 mois. 4 mois. Ça paraît une éternité. Nous sommes montés. J'ai ouvert la porte de mon appartement. Thomas est entré. Il a regardé autour de lui. Le salon, les meubles, les photos au mur. Rien n'a changé, a-t-il dit. Non, rien. Il est allé vers le canapé. Il s'est assis. Il a posé sa tête entre ses mains. Je suis tellement fatigué, maman. Viens, je vais te préparer ta chambre. Je suis allé dans sa chambre d'enfant. Elle était restée intacte. Son lit simple, son bureau, ses livres d'adolescence sur l'étagère, ses médailles de natation accrochées au mur. J'ai ouvert le lit, j'ai mis des draps propres. Thomas est entré. Il a regardé cette chambre avec des yeux humides. Tout est encore là, a-t-il murmuré. Oui, je n'ai rien changé. Il s'est tourné vers moi. Pourquoi? Parce que j'espérais que tu reviendrais. Il a éclaté en sanglots à nouveau. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ton amour. Je me suis approchée. J'ai sorti le mouchoir de ma poche et je lui ai essuyé les yeux, comme quand il était petit. Tu es mon fils, Thomas. Quoi qu'il arrive. Toujours. Cette nuit-là, Thomas a dormi dans sa chambre d'enfant. Moi, je suis restée éveillée dans mon lit, les yeux ouverts dans le noir. Je pensais à tout. À ces 4 derniers mois. À la douleur, à la solitude, à la reconstruction. Et maintenant, Thomas était revenu. Mais à quel prix? Et pour combien de temps? Le lendemain matin, je me suis levée à 7 heures. J'ai préparé du café, des croissants, de la confiture. Thomas est sorti de sa chambre vers 8 heures. Il portait encore les mêmes vêtements que la veille. « Bonjour », ai-je dit. « Bonjour, maman. » Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. En silence. Nous avons bu notre café. Puis Thomas a dit « Je dois appeler Chloé. Elle doit être inquiète. » Thomas, tu es sûr? Je suis son mari, maman. Je ne peux pas juste disparaître. Il a pris son téléphone. Il a composé le numéro. À la 3e sonnerie, elle a décroché. « Thomas? Où tu étais ?» Sa voix était si forte que je l'entendais depuis l'autre côté de la table. « Chloé, J'étais morte d'inquiétude. Tu pars sans rien dire. Tu ne réponds pas à mes messages. C'est quoi ce délire? J'ai eu une crise d'angoisse. J'ai dû aller à l'hôpital. » Silence. Puis, « À l'hôpital? C'est quoi ce cinéma? Tu joues la victime maintenant? Chloé, où tu es là? » Thomas m'a regardé. J'ai vu la peur dans ses yeux. Je suis chez ma mère. Le silence, long, glacial. Puis elle a explosé. « Chez ta mère? Tu me trahis avec cette femme, après tout ce qu'elle nous a fait? Chloé, s'il te plaît. Non, tu rentres tout de suite. Tu m'entends? Tout de suite, ou sinon quoi? Sa voix était calme, dangereusement calme. Chloé a marqué une pause. Ou sinon je te quitte, et je te prends tout. L'appartement, les meubles, tout. Tu vas te retrouver à la rue. Tu m'entends? Thomas est devenu blanc. Chloé, tu as 1 heure. Si dans 1 heure tu n'es pas là, c'est fini entre nous. Elle a raccroché. Thomas a posé son téléphone sur la table. Ses mains tremblaient. Je dois y aller, a-t-il murmuré. Thomas, non. Elle va me quitter, maman. Et si elle te quitte, qu'est-ce qui va se passer? Il m'a regardé, perdu.
Je ne sais pas. Tu vas te retrouver libre, Thomas. Libre de respirer. Libre de vivre. Libre de redevenir toi-même. Il a secoué la tête. Tu ne comprends pas. Sans elle, je suis personne. Non, avec elle, tu es personne. Regarde-toi. Tu as fait une crise d'angoisse hier soir. Tu as été hospitalisé. À cause de quoi? À cause d'elle, de ses mots, de son contrôle, de sa violence. Elle ne me frappe pas. Il n'y a pas que les coups qui font mal, Thomas. Il y a les mots. Il y a le mépris. Il y a la manipulation. Il a posé sa tête entre ses mains. Je suis fatigué, maman. Tellement fatigué. Je me suis levé. Je suis allé vers lui. J'ai posé mes mains sur ses épaules. Alors reste ici. Repose-toi. Et quand tu seras prêt, on décidera de la suite. Il a levé les yeux vers moi. Et si elle met ses menaces à exécution, alors tu survivras. Tu es fort, Thomas. Beaucoup plus fort que tu ne le crois. Il a fermé les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues. Je ne sais pas quoi faire. Pour l'instant, ne fais rien. Reste ici, avec moi. Le reste viendra plus tard. Thomas est resté chez moi tout le week-end. Chloé a appelé 32 fois. Elle a envoyé 57 messages. D'abord des menaces. Tu es mort pour moi. Je vais te détruire. Tu vas regretter. Puis des supplications. Thomas, s'il te plaît, reviens. J'ai besoin de toi. Je t'aime. Et enfin, de nouveau la colère. Ta mère t'a manipulé. Tu ne vois pas? Elle veut nous séparer. Si tu ne reviens pas, c'est fini. Pour de bon. Thomas lisait chaque message. Son visage se crispait. Ses mains tremblaient, mais il ne répondait pas. Le dimanche soir, il m'a dit « Je crois que je vais rester encore quelques jours. Si tu es d'accord. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, Thomas. C'est ta maison. » Il a souri. Un petit sourire triste. « Merci, maman. » Le lundi matin, j'ai pris rendez-vous avec un psychiatre pour Thomas. Un certain docteur Arnaud, recommandé par Sylvie. Thomas y est allé l'après-midi. Il est revenu 2 heures plus tard. « Alors ?» ai-je demandé. Il dit que je suis en burn-out émotionnel, que ma relation avec Chloé est toxique, que je dois prendre du recul. Il m'a prescrit des anxiolytiques et il veut me revoir toutes les semaines. C'est une bonne nouvelle. Ouais, il s'est assis sur le canapé. Le docteur m'a posé une question bizarre, a-t-il dit. Laquelle? Il m'a demandé « Quand avez-vous été heureux pour la dernière fois ?» Et tu sais quoi, maman? Je n'ai pas su répondre, parce que je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai été vraiment heureux. Il a regardé par la fenêtre. Et ça, c'est terrible. Je me suis assise à côté de lui. J'ai pris sa main. Alors on va réapprendre, ensemble, à être heureux, un jour à la fois. Ce soir-là, alors que nous dînions, le téléphone de Thomas a sonné. Encore Chloé. Mais cette fois, Thomas a décroché. « Allô? Thomas. Enfin, il faut qu'on parle. » Sa voix était différente, plus calme, presque douce. « Je t'écoute. Je suis désolée. Pour tout. J'ai été horrible. J'ai dit des choses terribles. Mais c'est parce que j'ai peur, tu comprends? Peur qu'on n'y arrive pas, peur d'échouer. Et je l'ai déchargé sur toi, sur ta mère. Mais ce n'était pas juste. » Thomas ne disait rien. « Reviens, Thomas. S'il te plaît. On va recommencer. Différemment. Je te promets. Chloé, je t'aime. Tu es tout pour moi. » Thomas a regardé son assiette, puis il a regardé moi, et il a dit « Non ». Silence au bout du fil. « Quoi? Non, Chloé. Je ne reviens pas. Pas maintenant. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de comprendre qui je suis sans toi. J'ai besoin de respirer. Thomas, ne fais pas ça. Je ne te quitte pas. Mais je prends mes distances, pour l'instant. Et si tu m'aimes vraiment, tu vas respecter ça. Mais au revoir, Chloé. » Il a raccroché, et il a regardé le téléphone dans sa main, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de faire. Puis il m'a regardé. J'ai dit non, maman. Pour la première fois de ma vie avec elle, j'ai dit non. J'ai souri, les larmes aux yeux. Je suis fière de toi, mon chéri. Et dans ce moment, j'ai su que la justice était en train de s'accomplir. Pas par ma main, pas par la vengeance, mais par la vie elle-même. Chloé avait voulu tout contrôler, tout posséder, et elle venait de perdre la seule chose qui comptait vraiment, l'amour de l'homme qu'elle avait épousé. 3 mois ont passé. Thomas vivait toujours chez moi. Il avait trouvé un nouvel équilibre, il travaillait, il voyait son psychiatre, il souriait à nouveau. Chloé avait essayé de le reconquérir pendant des semaines. Fleurs, messages, larmes. Mais Thomas était resté ferme. Puis, un jour, elle avait arrêté. En novembre, Mathilde m'a appelé. « Madame Favre,
Vous savez ce qui est arrivé à Chloé? Non. Elle a perdu son travail. Licenciement pour faute. Apparemment, elle était devenue insupportable avec ses collègues. Toujours en conflit. Toujours à se plaindre. Je vois. Et elle ne trouve pas de nouveau poste. Les recruteurs vérifient ses références. Personne ne veut l'embaucher. Elle a dû quitter son appartement. Elle vit chez ses parents maintenant. J'ai fermé les yeux. Et Thomas? Elle a essayé de le contacter la semaine dernière, pour lui demander de l'argent. Il a refusé. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé. La vie avait rendu justice. Chloé avait tout perdu. Pas par ma main, mais par ses propres choix, son propre comportement, sa propre violence. Elle m'avait traité de vieille idiote. Des années plus tard, j'ai compris que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Un soir de décembre, alors que Thomas et moi dînions, il m'a dit « Je crois que je suis prêt. » Prêt pour quoi? À chercher mon propre appartement, à recommencer ma vie, pour de bon. J'ai souri. « Tu es sûr? »« Oui. Grâce à toi, maman. Tu m'as sauvé. » Il a pris ma main. « Et je veux que tu saches, je ne laisserai plus jamais personne te manquer de respect. Plus jamais. » Dans ma poche, j'ai touché le mouchoir de ma mère, et j'ai su que la justice était accomplie. Non pas par la vengeance, mais par l'amour, par le temps, par la vérité. Aujourd'hui, je suis assise sur mon balcon. Le mouchoir brodé de ma mère repose dans ma paume. Le même mouchoir qui m'a accompagnée dans les moments les plus sombres. Thomas vit maintenant dans un studio lumineux du 14e arrondissement. Il vient déjeuner tous les dimanches. Il rit à nouveau. Il est redevenu lui-même. Chloé, je l'ai aperçue une fois, il y a quelques semaines, dans un couloir d'hôpital où j'accompagnais une amie. Elle attendait, seule, le regard vide. Elle ne m'a pas reconnue. Elle m'avait traité de vieille idiote. Des années plus tard, j'ai retrouvé ce même regard vide dans un couloir d'hôpital. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Ce que j'ai appris? Qu'on peut perdre quelqu'un et survivre. Qu'on peut dire non et rester debout. Que la dignité vaut plus que l'amour conditionnel. Et que parfois, la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner à nos enfants, c'est de leur apprendre à être libres. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Parce qu'au bout de la douleur, il y a toujours une leçon. Et au bout de la nuit, il y a toujours l'aube. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Anouk Favre, 68 ans.